Alors, que faire maintenant, comme disait Lénine? C'est que faire dans la situation actuelle d'un pays qui part à la dérive, en fait. On le voit, j'ai fait un petit tweet il y a quelques jours. En fait, quel que soit le secteur que l'on regarde, c'est une catastrophe. Que ce soit la démographie, l'économie, l'agriculture, l'industrie, la recherche, les hôpitaux, la diplomatie, la situation de nos armées, la sécurité, l'immigration, la dette publique. Enfin, c'est une ruine générale. Enfin, vous avez raison. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, alors? Vous avez raison. Et en fait, on est en ruine générale. Et je vais rien vous apprendre parce que je suis sûr que vous avez le même avec moi dessus. C'est qu'en fait, comme il n'y a pas de souveraineté depuis des années, donc pas la possibilité de décider, que c'est décidé Bruxelles à la louche, et encore, c'est même des grandes règles, des règles de traité, des règlements, des directives qui décident du cas de la France. Rien n'est traité, rien n'est géré, et surtout pas à l'échelle nationale. Les Français en ont marre de l'immigration depuis longtemps, des flux d'immigration, pardon, il faut être précis, des flux d'immigration, ils ne veulent plus de flux d'immigration supplémentaires depuis longtemps. Eh bien, on continue à accueillir des centaines de milliers de personnes nouvelles chaque année avec beaucoup d'immigration illégale. On a le problème très grave de la crise économique, la crise sociale, il y a des millions de chômeurs qui s'empilent, on continue et on a chaque fois une hausse du chômage qui est quasiment continue depuis le traité de Maastricht de 1992. On a la crise sociale, on a la crise... après, ça descend dans la crise des hôpitaux, comme vous le dites, de la santé publique, où on n'arrive plus à soigner parce qu'en fait, on n'a plus assez d'argent pour soigner. On fait des crises on fait de l'austérité, on n'a plus assez d'argent. Les retraites, on commence à les rogner. En fait, tout ça est en train de dégénérer dans une crise générale. On a même la crise de l'école qui apprend moins. Et puis, on a d'autres crises qui se nourrissent, mais qui sont pas moins dangereuses parce que des gouvernants, des élus, un président, des ministres qui n'ont plus de souveraineté, donc ils ne sont que des communicants, en fait. Ils ne peuvent quasiment plus rien décider. C'est Bruxelles qui décide une grosse partie, pas tout, hein. Le ministre de l'Intérieur décide encore beaucoup de choses, même s'il est tenu aussi par quelques directives européennes. Il décide beaucoup de choses, mais en domaine économique, en domaine social, qui sont des domaines très importants, les plus importants, il décide de rien. Eh bien, ça devient des marionnettes, ça devient des gens, en fait, qui perdent leur raison d'être. Ça devient aussi, ça risque de créer des gens corrompus, parce que quand vous n'avez plus le bonheur, le pouvoir est un fardeau, quand vous ne pouvez plus exercer le pouvoir pour autre chose que de faire la marionnette, vous risquez de partir sur le clan de la corruption. C'est un vrai risque. Et surtout, vous avez une baisse de la compétence incroyable en politique. Vous avez travaillé en politique avec M. Pasqua. C'est pas le même que Mme Schiappa. Et donc, on a une baisse. Ça nous fait rire, mais en même temps, c'est tellement triste parce qu'on a la crise d'autoritarisme vient aussi de leur incompétence et de leur arrogance. Donc, on a des multicrises. Et on est rentré effectivement sur une pente. La France glissait sur une mauvaise pente depuis 2008, et même avant, mais sur une pente assez raide depuis 2008. Mais là, la pente, moi j'ai l'impression qu'elle devient abrupte, quoi. On rentre dans des phénomènes chaotiques extrêmement inquiétants qui ne pourront pas disparaître tant qu'on ne retrouvera pas notre souveraineté nationale. Ça, c'est très clair. Le Frexit, la souveraineté nationale, est la priorité absolue. Il faut qu'on présente tous des programmes, peut-être rassembler les forces souverainistes, je ne sais pas, pour trouver un moyen. Mais on a des vrais problèmes parce qu'effectivement, les médias sont acharnés, ils ne veulent pas faire passer les souverainistes. Vous en avez été victime, vraiment tout à fait victime, mais même d'autres gens, tous les gens du clan souverainiste, en fait, du souverainisme, sont peu représentés à la télévision. Jamais, jamais. J'ai vu, il y avait je ne sais plus qui disait récemment, je crois que c'était Éric Nolot, qui disait qu'il y avait un vrai problème en France, qui était le fait que tous les journalistes étaient de gauche, il disait. Alors, avec maintenant, on voit que sur CNews, il y a Éric Zemmour qui est pas vrai, enfin qui lui contredit ça, mais c'est très nouveau dans le paysage politique français. Et puis alors lui, il est vraiment bien à droite, hein, on peut même dire que. Mais il y a une remarque que Éric Nolot n'a pas faite, c'est que moi, ce que je vois surtout, c'est que tous les journalistes en France semblent être tous pour l'Union européenne. C'est ça qui est extraordinaire, parce que quand on regarde ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec le Brexit, au Royaume-Uni, il y avait quand même de la stéréo, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, des grands journaux comme le Daily Telegraph, qui est le grand journal conservateur britannique, qui est un des journaux les plus sérieux du monde. Et puis à l'autre bout de l'échelle, il y avait des tabloïds, mais qui, les uns comme les autres, appelaient à voter pour le Brexit. Quand vous voyez qu'il y avait eu une lettre ouverte de 343 chefs d'entreprise qui appelaient à voter pour le Brexit au Royaume-Uni, en France, non. En France, tous les journaux, toutes les radios, toutes les télévisions, de façon explicite ou implicite, tous les commentateurs se pincent le nez
à l'idée même que l'on puisse sortir de l'Union européenne. Donc il y a une espèce de totalitarisme en France qui frappe. Moi, j'aimerais que quelqu'un me dise il y a un journaliste qui est effectivement, ouvertement pour la sortie de l'Union européenne. Moi, j'en connais pas. Non, il y en a, mais il se cache. Alors, il se cache, oui. Il se cache. Ah ben, j'en connais. Je pense que dans ce cas-là, il serait viré. Bien sûr, j'en connais quelques-uns. Mais que l'on ne me dise pas que des gens comme, par exemple, Madame Natacha Polony, elle est tout à fait contre le Frexit. Elle l'a dit et redit et redit. Éric Zemmour. Moi, je pense qu'elle est pour, mais peut-être. Ah, ça, alors là, les reins et les cœurs. Mais Éric Zemmour, il hésite. Oui, mais officiellement, il est contre. Éric Nolot, enfin, je sais pas, le Figaro, quand vous lisez les journaux conservateurs français, officiellement, ils sont contre le Frexit. Il y a cette espèce de côté monocolore en France qui vraiment est terrifiant. Enfin, je vais vous redonner la parole, mais quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur, c'est que je crois qu'au-delà de toutes ces crises que vous évoquez à juste titre, il y a aussi une crise morale. Et la crise morale, et c'est ça le nœud gordien du problème, c'est qu'à partir du moment où un peuple n'a plus sa souveraineté et son indépendance, c'est-à-dire c'est plus lui qui décide de son avenir, ce sont d'autres forces. Pour ce qui nous concerne, ça vient de l'OCDE, ça vient de l'OTAN, ça vient de la Commission européenne, ça vient de la Banque centrale européenne, etc. À partir du moment où un peuple est comme ça dirigé de l'extérieur, ben, il perd, j'allais dire presque son envie de vivre, puisque c'est plus lui qui décide. Il y a une crise morale qui est une crise qui est liée à la crise identitaire en France. On a retiré aux gens la possibilité de choisir leur avenir. Moi, je me rappelle être allé en URSS en 85. C'était un pays qui était vraiment... C'était épouvantable parce que l'avenir était écrit. Les gens étaient tristes parce qu'ils savaient qu'ils allaient... Voilà, ils avaient un avenir écrit qui ne leur convenait pas, mais ils étaient obligés d'avoir ça. Et je me rappelle à l'époque, quand j'étais revenu en France, je m'étais dit on est quand même content d'être en France. Hein. C'était Gorbatchev qui était arrivé au pouvoir. Et quand on va en Russie aujourd'hui, alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire encore que je suis un poutinolâtre, mais quand on va en Russie aujourd'hui, je suis pas là pour vanter le régime de Poutine, mais on a un peuple qui a retrouvé son goût de vivre, qui se projette de façon positive dans l'avenir. Voilà, quels que soient les avantages et les inconvénients mais c'est vrai que Vladimir Poutine a quand même resté un très grand chef d'État russe parce qu'il a redonné au peuple russe la fierté en lui-même et dans son avenir. C'était ce qu'avait fait De Gaulle, c'est ce qu'a fait Deng Xiaoping en Chine, c'était d'une certaine façon ce qu'avait fait Ronald Reagan aussi aux États-Unis. Donc ça ne tient pas forcément à la nature du régime, ça tient fondamentalement. Il n'y a aucun redressement d'un pays qui ne se soit fait si ce n'est sur l'amour du pays. Et De Gaulle l'avait fait. Oui. Or, actuellement, on a l'anti-De Gaulle, c'est-à-dire quelqu'un qui dirige la France, une élite d'ailleurs, dont on a l'impression qu'il déteste la France et les Français, en fait. Mais on est d'accord. Et l'Union, en fait, ça fait même... C'est pour faire aimer l'Union européenne, pour que l'Union européenne advienne, enfin la Commission européenne, la CE au départ et l'Union européenne après, qu'on a dit aux Français de pas trop aimer leur pays, qui était trop petit sous Giscard d'Estaing, qui était complice de Vichy, des crimes, tout le monde était complice des crimes de Vichy. C'était presque si les Français n'avaient pas été nazis. J'exagère, mais pour montrer la caricature. Alors qu'il y avait beaucoup de Français résistants. Il y avait De Gaulle qui a aussi libéré une partie de la France, enfin qui a libéré la France. Et on a fait honte aux Français de leur sentiment patriotique pour les faire aimer l'Union européenne, et ça fait partie de la crise. Et puis il y a une dernière partie de la crise, je pense, c'est l'individualisme. Et ça vient de loin, mais qui est le contrepartie de l'ultralibéralisme et l'individualisme sont un petit peu les deux parties du même problème, quoi. L'individualisme de plus en plus fort, les gens ne se considèrent plus comme citoyens, mais comme des individus. Et ça vient probablement des Lumières de 200 ans. Enfin, et puis la pulvérisation du lien social avec la multiplication des communautés, le développement du communautarisme sous l'influence américaine. On pourrait en parler pendant des heures, Philippe Murer. On va conclure bientôt. Votre prochain livre, alors dites-nous un mot dessus. Mon prochain livre, c'est Sortir du capitalisme du désastre. Parce que, a priori, ça sera le titre. Il sortira, je pense, en septembre 2020. C'est pas la bonne période aujourd'hui de le sortir. Il est terminé, mais on va attendre quelques mois, parce que là, les gens veulent retrouver leur liberté, comme on le disait. Et l'économie est importante, mais c'est en deuxième rideau. Donc voilà, parce qu'il y a quand même un problème on a quand même, quoi qu'il arrive, quelle que soit la façon dont on le regarde, il y a un problème économique. Et l'économie, c'est les moyens de vivre des gens. Tout le monde n'est pas fonctionnaire. Tout le monde n'a pas la fonction publique qui lui garantit
normalement, eh bien, une fois qu'on y est rentré, qui lui garantit un revenu, une retraite. Aujourd'hui, les gens ont peur même pour leur retraite avec la réforme des retraites. Et puis, les gens ne travaillent plus à 50 ans pour beaucoup. Et le taux de chômage augmente. Donc, on a un problème de désastre lié à ce capitalisme. Et donc, j'ai essayé de me poser cette question. C'était une idée de Pierre-Yves Rougeron, d'ailleurs, qui voulait faire une conférence. Et finalement, je lui ai dit, tu n'as pas fait la conférence, est-ce que je peux faire un book, prendre ce titre, ça m'intéresse. Et j'ai pris ce titre, Capitalisme du désastre. Parce qu'en fait, on a un problème, ce capitalisme est en train de détruire l'écologie. Il est en train de détruire notre économie, ce qu'on disait. Il est même, pour moi, en train de détruire un peu l'écosystème humain, parce que c'est un capitaliste qui devient capitaliste de prédation. Pensons aux livreurs à vélo Uber, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Aux livreurs à vélo Uber qui pédalent pour quelques euros, donc en dessous du SMIC, de l'heure. Et puis derrière, il y a des gens qui prennent des plaques parce qu'ils sont français et qui les revendent à des migrants, enfin qui les revendent pas, qui les louent à des migrants et qui exploitent des migrants. Sans papier. Voilà, sans papier, tout à fait. On a aussi, moi j'ai appris par 2 amis, que maintenant on vous propose de payer pour travailler. C'est-à-dire, on vous dit, voilà, on va t'ouvrir un carnet d'adresses, on va t'ouvrir une chose, très bien. Ils ne prennent aucun engagement pour du travail indépendant, mais par contre, tu dois mettre un ticket d'entrée. Et un gros ticket d'entrée, genre 5 000, 10 000 euros. Voilà. Sans aucun engagement de l'autre côté, quoi. Donc, on est vraiment dans un capitalisme du désastre. Il faut trouver des solutions. Donc, j'essaie de voir d'où il vient, quelles sont ses origines, tant intellectuelles. Bon, c'est l'ultralibéralisme, c'est Friedrich Hayek et Milton Friedman, je pense, qui a diffusé. C'est l'Union européenne aussi qui a diffusé cette vision des choses, parce que ça lui convenait parfaitement bien. Et voilà. Et donc, j'ai essayé de comprendre où ça nous conduisait et ce qu'il fallait faire pour s'en sortir. Et en fait, s'en sortir, c'est assez simple. En France, c'est pas simple, c'est complexe à faire, mais en tout cas, on a une vision et une ligne. C'est la ligne gaulliste, parce qu'elle représente le mieux les intérêts du pays et la bonne façon de conduire l'économie d'un pays. Parce que ce qu'il y a évident, je regarde pas mal de courbes des pays, tous les pays vont mal. Et les pays vont bien quand ils sont dirigés au niveau économique en accord avec la culture du pays, la culture profonde du pays, économique et sociale. Et ça, on l'a complètement oublié avec la mondialisation. 1 million de fois d'accord. En fait, il faut en revenir. On parle souvent de De Gaulle, mais il faut même revenir beaucoup plus loin. Il faut revenir quasiment à Saint-Louis. C'est l'apparition d'un État qui assure la justice entre les Français. Vous savez que Louis IX a été canonisé après sa mort, assez rapidement après sa mort, parce qu'il a été dans la mentalité nationale. C'est le premier roi de France qui... il y a l'image d'Épinal, il est sous son chêne. C'est quelqu'un qui est resté dans l'image des Français comme le chef de l'État qui pouvait rendre la justice et donner raison à un pauvre, à un manant, à quelqu'un qui était dans le servage, parce qu'on est dans la France du Moyen-Âge. Il pouvait lui donner raison contre un noble, contre voilà, le comte ou le marquis ou le duc voilà. Il pouvait donner raison aux pauvres par rapport aux puissants. C'est d'ailleurs une vocation christique. Enfin, la monarchie française avec la fleur de lys, c'est justement dans le Cantique des Cantiques, il y a cette idée de la fille aînée de l'Église. Et malgré tout ce qu'on nous raconte sur la laïcité et tout, les Français encore aujourd'hui rêvent d'un chef de l'État qui assure la justice sociale entre les Français et qui empêche. Alors aujourd'hui, c'est plus les aristocrates. Aujourd'hui, ce sont les grands chefs d'entreprise. Et maintenant, d'ailleurs, ce sont les GAFAM ou des grandes entreprises transnationales qui, si on les laissait faire, pourraient pressurer les Français jusqu'à l'esclavage. On pourrait les appeler les nouveaux féodaux, finalement. C'est les nouveaux féodaux. On est d'accord, en fait? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Philippe Murer, en tout cas, pour cet entretien passionnant. Et puis, si vous avez quelques sous, n'hésitez pas à vous procurer les ouvrages de Philippe, Transition écologique et notamment. Merci d'être venu à UPR TV, puis à bientôt certainement. Avec plaisir. Très bonne soirée. Merci.